Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité, votre émission Le Jury du Dimanche. iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, imedia.sn a le plaisir de recevoir Serigne Mboup. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie et remercie l'ensemble de l'équipe de iRadio. Et vraiment très content de venir ici parce que ça fait bientôt 15 ans que j'ai fait l'émission et que vous m'avez fait confiance parce que jusqu'à si je n'arrivais pas à parler du français comme ce qu'on le dit, du bon français, mais compte tenu que vous aviez accepté de me recevoir dans cette émission-là, ça m'a permis toujours de m'améliorer et tout. Et j'ai pas de problème parce que compte tenu que même notre langue maternelle Wolof, qu'on le parle avec des fautes de temps en temps, je pense que pourquoi pas le français. C'est la deuxième fois de notre vie que nous rencontrons dans une émission. La première fois, comme vous le dites, il y a 15 ans de cela maintenant. Vous êtes le président, directeur général du groupe CCBM, comptoir commercial Bara Mboup, créé en 1992 sur les bases de l'entreprise familiale. L'homme Serigne Mboup est devenu une référence sénégalaise en matière de commerce et d'industrie. Si le talibé formé au Dara de Koki n'est pas un self-made man au sens strict du terme, même si on lui a mis une cuillère d'argent dans la bouche à travers la fortune de son père, Bara Mboup, Mboup fils et Serigne de son prénom ou de son nom, n'en est pas moins une figure marquante du secteur informel sénégalais, africain, voire mondial. Du bitigou mbag aux grandes surfaces commerciales, de l'informel au formel, ce Saloum bon teint a réussi en quelques années la prouesse de devenir un capitaine d'industrie. Il n'a pas fait l'école française, mais l'arabisant qu'il est a appris à bonne école. Son parcours peut ainsi être offert en exemple. Non seulement il n'y a pas de saut métier, dit-on, mais également et surtout on peut retenir de sa trajectoire une leçon de vie. Ne pas faire l'école française comme nous l'appelons n'est pas un handicap, bien au contraire. Mais la langue française, l'arabisant Serigne Mboup la parle presque à merveille, comme d'autres langues internationales. Enracinement et ouverture, aurait dit Senghor. L'homme est curieux de tout et il a repoussé ses limites. Abdou Diouf, président du Sénégal en 1999, dans une confidence que vous m'avez faite, avait dit, s'adressant à son ministre d'État, Ousmane Tanor Dieng, « Ce garçon m'a fait une excellente impression, il faut le suivre ». Président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, président de la chambre de commerce de Kaolack et membre du conseil présidentiel de l'investissement, l'homme de la semaine de iMedia est aujourd'hui à la tête du holding CCBM avec une dizaine de filiales, un chiffre d'affaires hors taxe de 40 milliards de francs CFA et près de 500 emplois. Serigne Mboup, on commence par l'économie. Quel est votre regard justement sur l'économie sénégalaise et africaine aujourd'hui? Oui, merci encore. Merci de ce que vous avez dit. Je ne peux pas y revenir. Quand même, je veux rendre hommage à mon père. Comme ça que vous venez de dire, c'est mon père qui a quitté de Bitigoumbag jusqu'à nous laisser des activités que nous pouvons développer. C'est vrai que c'est difficile de démarrer quelque chose, mais c'est difficile aussi de le maintenir. Donc, vous savez ce que j'ai dit. L'économie sénégalaise, on a une économie porteur, ça c'est très clair. C'est une économie qui peut se porter bien, ça c'est clair, qui peut se porter beaucoup mieux. Mais j'avoue qu'on ne l'exploite pas de la manière qu'on doit l'exploiter. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un pays qu'on a tout, qui peut nous permettre de développer
et d'atteindre des taux de croissance très rapidement de 2 chiffres. Mais c'est vrai qu'avec la Covid, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en ralenti. Mais mon impression n'est pas la même chose que les intellectuels qui disent que la Covid peut nous ramène même à moins de croissance. Moi, je pense que si on exploitait, 1% si on exploitait les avantages du Covid, l'Afrique, le Sénégal, l'Afrique pouvait décoller sur ce malheur qui peut nous amener. Ah oui. Dites-nous, on est curieux de le savoir. Aujourd'hui, le Sénégal importe plus de on peut dire que plus de 3 000 milliards, vous l'avez dit 3 000 quelque milliards, chose, oui. 3 000 milliards officiels. Qu'est-ce qui est officieux? C'est ce que on ne le déclare pas à la douane, ou bien ce que nous voyageons en le mettant dans notre sac, en passant par l'aéroport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a presque équivalent de 7 000 milliards, que si nous arrivions à produire ça localement, je sais que le Sénégal, nous ne disons plus qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y aura une immigration des autres pays qui vont venir ici. Parce que, pourquoi? Tout ce que nous importons, c'est des industries étrangères que nous enrichissons. Et moi, je pense que le Sénégal, l'Afrique entière, nous devions prendre cette malheur pour redessiner notre économie et de dire produire ce que nous consommons ou consommer ce que nous produisons. Oui, c'est ce que nous disons depuis très longtemps. Tout le monde l'a dit aussi, cette pandémie est une opportunité pour l'Afrique, mais on tarde encore à voir la lumière. Hein. Il faut le courage de l'État. Ça, c'est des changements, c'est des décrets, c'est des réformes. Aujourd'hui, des réformes. On ne peut plus se permettre en disant que nous importons de riz. On ne peut plus se permettre que dire que nous importons de l'huile. Mais il faut dire pourquoi on importe de l'huile. Le Sénégal peut produire plus de 10 millions de tonnes de riz. Mais compte tenu l'agriculteur n'est pas bien rémunéré, l'agriculteur, on ne l'a pas donné les moyens nécessaires pour gérer bien après la production, donc le produit peut venir au marché moins cher, plus cher. Ou bien, on a trop facilité l'importation des produits que la production internationale qui est bien encadrée par ces pays, exemple prenons Thaïlande, il encadre bien. C'est pas uniquement encadrer la production au moment de semer, c'est après. Parce que un kilo de riz peut te revenir après la production, peut te revenir à 60 francs, mais quelque temps, je donne un exemple, 100 francs, mais après avec le transport, logistique et tout ça, peut être ici à Dakar à 300, 400 francs. Donc, et de l'autre côté, le producteur thaïlandais, il a tellement des possibilités logistiques que les produits thaïlandais peuvent venir au Sénégal moins cher. Donc, tant que l'État du Sénégal n'a pas pris les dispositifs que la France avait pris à 1400, la France avait décidé de dire que on interdit l'importation du produit fini, mais on interdit l'exportation de matières premières. C'est ça qui a permis aujourd'hui la France d'industrialiser. Pour vous, c'est l'industrialisation de notre économie. Seulement, une économie ne peut pas fonctionner sans que nous industrialisons. Parce que l'agriculture, sans l'industrialiser, ça n'a pas de sens. Le constat fait par beaucoup, c'est que le Sénégal a plutôt tendance à se désindustrialiser. Oui. Nous reviendrons sur ce sujet, Serigne Mboup. C'est grave, ce qui est très grave. Ben oui, on va y revenir tout à l'heure. Mais la politique, on ne peut pas en parler. Vous êtes natif du bassin arachidier, le Saloum. De plus en plus, on parle de Serigne Mboup, candidat aux élections locales, candidat à la mairie de Kaolack. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est très clair. Vous savez que je suis président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture depuis 10 ans. Et la Chambre de commerce, les fonctions sont similaires qu'avec les fonctions de la maire, parce que c'est la gestion des affaires
cité, la chambre de commerce, vous gérez les entreprises. La mairie, vous gérez la cité. Donc moi je vois que, au contraire, on parle toujours que la mairie c'est un poste politique. Mais moi, dans ma conception personnelle, c'est pas un poste politique, c'est un poste de gestion. Parce que la mairie c'est la grande entreprise de la cité. Donc c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que si c'était faire du politique, il est plus facile de rentrer dans les partis ou bien de soutenir le président actuel, de faire la politique de l'État. Ça aujourd'hui, je n'ai pas dit c'est mauvais, mais si c'était ça mon option, je fais ça. Mais aujourd'hui, je crois que notre région, Kaolack, qui est très dynamique, on peut le faire développer autrement. Vous dites oui, aujourd'hui je suis candidat pour prendre la mairie de Kaolack et vous vous sentez assez fort pour battre, je les cite comme ça, l'actuel maire, Mariama Sarr, on parle de Aminata Touré, l'ancien premier ministre, on parle de Baïsis qui est originaire également de cette région, on parle même de Pape Demba Bitèye, le directeur général de la Sénélec, pour ne citer que cela. Vous vous sentez en mesure de battre tout ce beau monde? Moi je pense que chercher la confiance de la population, ce n'est pas un combat. On ne peut pas être fort et ne pas être fort. On ne peut pas être fort. Vous comprenez le sens de la question. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un projet... Vous pouvez l'emporter. On a un projet. En janvier 2022. Voilà. Je pense, bien sûr. Parce qu'on a un projet de société qu'on peut convaincre la population. Donc moi, je pense qu'on n'est pas dans de ce combat. Nous savons que nous pouvons apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on l'a fait. Si aujourd'hui, ce qu'on nous avait donné comme responsabilité au niveau de la Chambre de commerce de Kaolack, si on ne l'avait pas fait, nous ne nous aurons jamais demandé aux Kaolackois de demander quelque chose de plus. Vous savez que la Chambre de commerce, depuis qu'on l'a pris en 2010, c'est là que vous sentez que les chambres bougent au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle qu'on m'a donné la présidence de l'Union nationale des chambres de commerce. Donc moi je pense que Kaolack, on peut revenir ce qui était à Kaolack. Parce que nous, notre vision, c'est de faire Kaolack une ville émergente et doter d'une bonne qualité de vie. Et ça, c'est pas difficile, c'est ça qui était avant. Avant nous, quand nos parents venaient du Bawol, venaient tous de venir, Kaolack était une ville émergente et il y avait une bonne qualité de vie. Et vous êtes prêt ou non, vous me direz votre option, à vous allier avec le président Macky Sall et la majorité qui le soutient, ou non, vous préférez faire cavalier seul? Vous savez que l'élection... Vous n'excluez pas une alliance? Non, vous savez que l'élection, l'alliance est beaucoup plus avec la population. Moi, je ne crois pas à une alliance personnelle. Beaucoup de gens pensent, oui, il y a un gros électeur, l'autre est fort, et l'autre, moi je ne crois pas à ça. Moi, je crois que la population, le temps que nous devons passer, c'est de convaincre la population. Oui, si aujourd'hui, vous avez une partie des groupes de personnes qui croient à votre projet, ce n'est pas que nous allons aller vers le projet d'un autre candidat. Nous avons notre projet. Vous avez votre projet, vous avez votre liste. Nous avons notre projet. On n'a pas encore fait notre liste. Notre liste est ouverte pour toute personne qui croit à notre projet. Elle est ouverte à qui? À tout le monde. À tout le monde qui croit à notre projet. Majorité comme opposition. Majorité comme opposition, comme tout ça. Parce que l'élection locale, c'est local. Moi, je pense que l'élection locale, nous devrions même travailler pour qu'il ne soit pas affaire de parti. Parce que l'affaire de parti, c'est que vous êtes en train de transférer aux compétences et après vous êtes en train de l'imposer. Moi je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on dit que les collectivités locales c'est des transferts de compétences, nous devrons travailler pour que les partis s'abstiennent même à imposer leurs candidats ou bien à donner des orientations, et c'est-à-dire ce qu'ils veulent faire, ils laissent la population choisir eux-mêmes, et je pense que le président de la République n'est pas contre ça. Ah oui, vous en avez parlé? Je pense, vous en avez parlé. À mon avis. Vous en avez parlé? Oui, quand il était à Kaolack, je lui ai dit que je veux me présenter pour la mairie. Il vous a dit quoi? Hein? Il vous a dit quoi? Il m'a rien dit.
Il a entendu. Il a écouté ce que j'ai dit, c'est tout. Je ne m'attendais pas qu'il me dise quelque chose. Vous dites une liste ouverte. C'était pour l'informer que je veux faire, mais je ne m'attendais pas qu'il me dise vas-y ou bien arrête. Vous dites une liste ouverte à tout le monde, y compris à la maire ou la mairesse sortante. Je vous ai dit que moi, ma façon de voir, ce n'est pas le maire, c'est la personne. Si Mariama Sarr croit que nous, notre projet de société, coïncide avec ses visions, il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons pas ce qu'il y était à Kaolack, qu'on continue comme ça. Si elle fait appel à vous, vous diriez quoi? Nous avons... Non, ça c'est très bien. Nous avons notre projet de société. Oui. Je vous ai dit clairement, oui. Nous n'avons pas exclu personne. Oui. Toutes les Kaolackois, ce sont des citoyens. Nous ne voulons pas travailler, de voir avec les partis, avec des groupes comme ça. Nous voulons dire que toutes les Kaolackois, on ne peut pas dire que les Sénégalais Kaolackois, qui peut nous accompagner dans notre projet, c'est bon. Qu'est-ce qui n'empêche même si le maire sortant, je vous donne un exemple, même si demain il y a plusieurs listes, pourquoi on s'entretue, pourquoi on se dispute? Mais chacun n'a qu'à essayer de convaincre la population, quels que soient les résultats, on aura des conseillers. Et ces conseillers, vous allez travailler ensemble. Est-ce que vous avez des critiques, des griefs contre la gestion de l'actuel maire? Oui, mais je ne veux pas m'en parler, parce que ce n'est pas à moi de les critiquer. Moi, mon travail, c'est de convaincre la population. La population, ils savent que si la maire a bien travaillé ou n'a pas bien travaillé. Donc, je pense que monter des meetings, parler dans les radios, dénigrer, ce n'est pas nous notre style. Notre style, c'est de faire la campagne, de montrer ce que nous pouvons faire et laisser les Kaolackois décider à qui ils ont confiance. Les Kaolackois qui vont accueillir le président de la République qui est en tournée économique avec des inaugurations de structures sanitaires et d'autres infrastructures, vous l'accueillez? Vous avez... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, vous avez que le président de la République, vous avez dit le président de la République, le président de la République. Oui. Je pense que n'importe quelle personne peut l'accueillir. Moi, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas contre le président. Moi, j'ai des relations très amicales, très personnelles avec le président. Il n'y a pas de problème, ça. On n'a pas de problème. Le président, il ne vient pas à Kaolack, hein? Il va passer à Kaolack. Vous savez, Kaolack, c'est le Célébéon du Sénégal. Donc, il part à Kédougou, il passe à Kaolack, il part à Kaffrine, il passe à Kaolack. Donc, je pense que mardi... C'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Oui. Donc, il a vu du temps de campagne, les nuits qu'il a passé à Kaolack, il ne l'a pas passé à mardi, il va venir à Kaolack pour rendre visite au chef religieux, mais nous allons l'accueillir. N'oubliez pas que Mamadou, j'ai une fonction... Comment vous allez l'accueillir? Avec des brassards rouges? Non. L'accueillir avec le président de la République. N'oubliez pas que moi, j'ai une fonction publique de deux. Je suis le président de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est une institution publique. C'est comme le Conseil économique et social. Et en même temps, n'oubliez pas que je suis membre du Conseil économique et social. Il faut comprendre, moi, ma conception des choses. Et ça dure depuis des années. Vous avez dit tout de suite sur Abdou Diouf. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, à Abdou Diouf en 1999? Le premier point que j'ai donné, je lui ai dit que, monsieur le président, implication et engagement sans réserve aux côtés du gouvernement dans la réalisation des objectifs de développement économique et social. Qui est mon partenaire aujourd'hui? C'est l'État, c'est le président de la République. Je n'ai pas aucune ambition d'opposer un gouvernement pour ce qui est le développement économique et social de notre pays. L'ancien président aussi, Abdoulaye Wade, vous rendant visite à Touba Sandaga, avait dit qu'il était le premier informel du pays. C'est quoi? Il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit. Il a dit, Mamadou, sur ça, il faut bien réécouter. Très bien. Wade a visité. On vous écoute, oui. Quand il a visité, c'est moi qui parlais de l'informel. Oui. Dans le temps pour lui montrer qu'il y a une façon de voir le secteur qui n'est pas réel. Le secteur informel, c'est le secteur le plus formel. On l'a poussé à être informel. Quand j'ai tenu mon discours, le président Wade a dit, si c'est ça
L'informel, c'est sur le premier informel. La question du financement des économies, on va y revenir, des économies africaines, sur fond de demande d'annulation de la dette du continent, a fait l'objet d'une rencontre en France entre des chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron et d'autres bailleurs de fonds. Fallait-il se rendre à Paris pour parler de financement de nos économies comme on se rend à Rome ou à la Mecque pour le pèlerinage? Moi, de mon compréhension, les Africains, si ils veulent financer leurs économies, c'est en Afrique. Moi, faire des réunions en France, faire des réunions en France, faire des missions pour attirer les investisseurs en France, tout ça. Moi, je pense que tous les pays qui se respectent, qui font comme exemple, Arabie Saoudite, j'ai vu qu'il a des visions 2030, mais il ne l'a pas fait nulle part qu'en Arabie Saoudite. Je pense que pour rendre en France, il y a une importance, on peut le dire importance d'une façon que aujourd'hui, on est très liés. On n'a pas notre liberté. Je pense que nous devions travailler comme ce que le président ghanéen a dit, pour que demain, le Sénégal et les pays africains puissent décider de leurs économies. En réalité, on ne décide pas de notre économie. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation qu'on ne décide pas de notre économie, nous ne pouvons que rendre en France. Jusqu'à maintenant, tous les projets que nous faisons, c'est le financement extérieur. Et pourtant, il pouvait y avoir un financement intérieur. Si aujourd'hui on aille vers les pays qui nous ont prêté et on leur demande de l'annuler, l'État, c'est comme activité économique, c'est comme business. Moi, tu me dois de l'argent, m'excusez, je peux te tutoyer, il n'y a pas de problème. Balmoko, est-ce que demain, vous allez me demander que je vous prête? Même si je vous prête, peut-être j'ai trouvé d'autres solutions pour vous prêter, parce que c'est votre argent que je vous ai prêté. C'est pour ça que je me dis qu'il manque une paradoxe. Je pense que de demander l'annulation des dettes et de demander encore qu'on vous prête encore. Vous ne soutenez pas cette initiative consistant à demander l'annulation de la dette africaine? Oui, l'annulation de la dette africaine, aujourd'hui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on l'annule, on emprunte pour demander encore l'annulation pour toujours? C'est-à-dire, moi, je suis fier de moi-même. Aujourd'hui, je peux me dire que si je décide d'aller voir à une société, parce que j'ai raison comme ça, qui m'avait prêté de l'argent, que je lui ai demandé, annule. Mais je peux demander annuler parce que j'ai des difficultés, mais je vais essayer de m'organiser pour ne plus emprunter, ou bien si j'emprunte dans mon pays, même si ça me coûte plus cher. Moi, si aujourd'hui, l'annulation des dettes africaines passe par dire que, ok, annulez-nous, mais maintenant c'est fini. Pour vous, on peut emprunter dans nos pays en Afrique pour financer nos économies, parce que de toute façon, il faudra emprunter. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Ou bien? Oui, bien sûr, Mamadou. Mamadou, regarde ce pays-là, comment il est construit. Quand on dit PIB, ce n'est pas l'État qui le construit, c'est la population. Aujourd'hui, si vous regardez ce que les Sénégalais dépensent, ce qu'on a comme recherche dans le pays-là, ce qu'on a comme possibilité, des infrastructures étatiques qui n'ont pas bien exploité, la terre qui appartient à l'État, qui pouvait être vendue, pas de dire que donnée à des prix. Si on imagine ça, l'État du Sénégal pouvait financer son économie à l'intérieur du Sénégal et ne plus emprunter. Le PAP 2A, qui est la deuxième phase du plan Sénégal émergent, va nécessiter à l'horizon 2023 14 000 milliards de francs CFA. Vous pensez que c'est de l'argent qu'on peut trouver ici? Mamadou, imaginez, je vous donne quelque chose. Sans langue de bois, de manière précise, dites-nous comment. Une fois, j'ai dit à Ablaye Wade, je lui ai dit, le Sénégal est assis sur un manque de trésor foncier. Il y a combien de personnes ici au Sénégal qui ont des baux, qui ont leur permis d'équiper, qui ont leur terrain, ils n'ont pas de papier. Si l'État avait décidé qu'il va titrer toutes les terres et chacun il va te le vendre, même si tu ne peux pas payer, l'État n'a qu'à inscrire le montant que tu dois payer, il te donne votre titre foncier.
L'État, il a un trésor inestimable. C'est comme ça que on peut mobiliser 14 000 milliards de Dubaï, tout ce que vous entendez à Dubaï a valorisé sa patrimoine immobilier, permettre le développement de l'immobilier, permettre la titularisation, faciliter tout, et aussi de s'engager de tout ce qui est la gestion qui alourdit l'État. Imaginez aujourd'hui, vous avez besoin d'un visa à Dubaï. Vous allez où? Vous n'allez pas à l'ambassade de Dubaï. Vous allez à Sandaga. Parce qu'au niveau du Dubaï, c'est des acteurs économiques qui vous envoient le visa avec leur garantie que si vous ne sortez pas, c'est eux qui payent chaque jour le temps que vous avez resté. Combien il a fait de l'économie pour mettre des ambassades partout ou bien avec personnel. Parce que l'État, il faut penser comme Singapour. Singapour dit que l'État, c'est une grande entreprise. Il faut réfléchir pour rentabiliser toutes les actions que vous faites. Si aujourd'hui nous arrivons à faire ça, vous allez vous rendre compte que le Sénégal peut économiser beaucoup du budget national de fonctionnement et en même temps valoriser ce qu'il a en patrimoine caché ou bien patrimoine oublié. Puisque nous parlions de dette, la dette intérieure, vous, entreprise sénégalaise, vous avez encore des difficultés à vous faire payer? Pas beaucoup, parce que vous comprenez que depuis 2 ans, l'État n'a pas acheté de voitures. Vous ne parlez pas de ça. Vous savez bien que le marché de la voiture au Sénégal représentait presque 40% pour l'État. Oui, je précise que vous êtes dans les voitures aussi. Voilà, imaginez si l'État depuis 2 ans n'a pas acheté, normalement, toutes les sociétés concessionnaires devraient disparaître, la plupart. Sauf les sociétés, d'autres sociétés françaises qui ont d'autres appuis. Mais nous, à CCBM, nous avons travaillé pour orienter nos activités vers beaucoup plus du poids lourd, des pelles, des camions. C'est ça qui nous a sauvés. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu notre chiffre d'affaires. C'est là l'ingénierie de l'entreprise. Mais aujourd'hui... Donc, que l'État décide de ne plus acheter de véhicules comme il a eu à le faire ces dernières années, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour CCBM Automobile. Non, ce n'était pas une bonne nouvelle, mais nous, on a dépassé ça. Non, ça va. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans. 2020, 2019, 2020. L'État n'a pas acheté une voiture chez nous, mais on est là. Hein. On ne doit pas un mois. Mais la dette intérieure, est-ce qu'aujourd'hui il y a un stock de dette intérieure qui reste à... il y a un stock de dette intérieure. Mais ce qui se passe, c'est que les dettes intérieures, si l'État l'organisait d'une manière organisée, c'est-à-dire travailler avec les banques, qu'aujourd'hui, l'État paye, les banques payent les fournisseurs. Parce que une fois j'ai expliqué le temps que le premier ministre qui était sortant, qui était banquier, je lui ai dit, pourquoi l'État ne peut pas, dès qu'il doit de l'argent à une entreprise certifiée, qui lui émet un moyen de paiement différé, si l'État voit qu'il peut payer dans 6 mois, il peut payer dans 1 an, il n'a qu'à le faire. Et appuyer l'entreprise avec un taux d'intérêt réduit, parce que la France le fait. Dès que vous donnez ce papier-là, vous allez l'escompter à la banque. Donc les banques n'auront pas ce problème-là, quitte à l'État de payer à l'échéance. Aujourd'hui, la dette intérieure, nous ne pouvons pas le mesurer. Tu vois quelqu'un qu'aujourd'hui, que l'État doit de l'argent, aujourd'hui, il va se débrouiller à être payé dans 1 mois. Tu vois quelqu'un que l'État doit de l'argent, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut de relationnel, il faut un peu de lobbying pour être payé. Vous allez trouver des personnes qui n'ont pas aucun problème avec l'État pour être payées, mais il y a des personnes qui ont des dettes. Comme exemple, moi, je peux te dire qu'on a des dettes de l'État qui est très ancien, mais c'est dû à nos budgétisations. Exemple, l'État vous fait une commande, vous livrez, le budget est là, entre-temps, on a fait un LFR, effacer le budget. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'État, il n'y a plus ça. Maintenant, on vous envoie une agence judiciaire de l'État. Agence judiciaire de l'État, ça peut durer là-bas 2 ans, 3 ans. Dieu merci, l'État nous doit de l'argent. C'est au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Ça pouvait bien venir, si c'est venu, on peut encore créer de l'emploi.
Mais quand même, nous avons travaillé pour ne pas être pénalisés sur ça. Mais imaginons des sociétés qui ne peuvent pas faire ça. L'État vous doit combien aujourd'hui? C'est pas la peine que je le parle ici. Ça n'a pas. En tout cas, l'argent n'aime pas le bruit. Non, c'est pas une question que les gens n'aiment pas de bruit. C'est pas quelque chose de caché. Normalement, tout ce que l'État doit, tout ce que les œuvres publiques, dans les pays transparents, vous rentrez dans l'Internet, ils vont vous dire que l'État doit. Vous êtes quand même à la tête de la présidence. C'est pas à moi de le dire. Vous êtes à la tête de l'Union nationale. Voilà. Quand même si aujourd'hui je serais des chambres de commerce, je serais beaucoup plus à l'aise de parler d'agriculture. Je serais beaucoup plus à l'aise de parler de quelqu'un d'autre que l'État donne de l'argent, que l'État doit de l'argent, je serais plus à l'aise. Parce que je ne suis pas venu ici. Non, je ne sais pas. Mais j'étais peut-être vous, peut-être l'État vous doit de l'argent, je ne sais pas. Parce que, hein? Vous me renvoyez là-bas. Oui, je vous renvoie, peut-être vous, l'État vous doit de l'argent. C'est moi qui pose les questions. Non, je sais que vous posez des questions. Mais je vous ai dit qu'en tant qu'entreprise, je ne vous ai pas, excusez-moi, que vous dites que l'État vous doit. J'ai dit que peut-être vous, l'État vous doit de l'argent. L'État doit de l'argent à des sociétés de presse. Vous êtes une entreprise comme nous. Tout à fait. Nous allons parler de la monnaie. Le CFA, l'éco, tout un débat. En principe, le CFA disparaît pour laisser la place à l'éco. La France, garant financier, accepte de ne plus l'être. C'est comme ça qu'on présente un peu les choses, puisqu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée française. Aucune loi pour le moment n'est votée chez nous au Sénégal. Tout un débat sur le CFA, l'éco. Faut-il aller à l'éco? Qu'est-ce qui doit changer selon vous? Bon, pour moi, c'est vrai que je ne suis pas expert en monnaie, mais je vous dis ce que je pense. Moi, l'histoire des monnaies, pour moi, dans mon activité, dans notre activité, ce n'est pas d'importance. Qui s'appelle éco, qui s'appelle franc, qui s'appelle dollar, qui s'appelle... Pourquoi? La monnaie devient, dès que vous le mettez, ce n'est plus une monnaie sénégalaise ou bien africaine, c'est international. Nous travaillons plus avec dollars à l'étranger. Et si le Sénégal décidait d'avoir les conditions nécessaires pour dire que la monnaie du Sénégal soit dollar, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. Vous êtes sérieux en le disant? Oui, je vous dis. Faire du dollar. Non, je n'ai pas dit ici. Moi, je vous dis à l'extrême. Je pose la question. Euro, je vous ramène en euro donc. Parlons de l'euro. L'importance de la monnaie, c'est que nous pouvons contrôler notre monnaie. Si aujourd'hui, demain, s'appelle ECO, ou bien s'appelle quelque chose, et derrière, la France qui est derrière, pour contrôler la monnaie, pour garder nos réserves, pour nous orienter, c'était mieux même que ça s'appelle dollar. C'est quoi le cas aujourd'hui? Quel est le cas aujourd'hui? Moi, le cas aujourd'hui, je trouve que le CFA est bon pour nous, pour notre économie. Le CFA est bon. Non, je ne parle pas du côté souveraineté. Je ne parle pas du côté de souveraineté. Je parle du côté transactionnel. Il y a des pays, ils ont un problème de recevoir ou bien de transférer de l'argent. Mais Mamoudou, ce que je vous dis, les pays européens qui sont dans l'euro, donc monnaie qu'ils partagent ensemble, mais chacun il a le contrôle de son économie. Il a le contrôle de son économie. Moi, je ne parle pas de la monnaie. Oui, je parle du CFA aujourd'hui. La situation... Est-ce qu'aujourd'hui, demain... Oui, puisque vous êtes un acteur économique majeur, est-ce que nous contrôlons notre économie de votre point de vue? Ça, je vous dis qu'on ne le contrôle pas. Moi, je pense que revenons sur le débat pour dire que comment nous pouvons faire pour contrôler notre économie. Mais l'histoire de monnaie, qui s'appelle ECO, qui s'appelle dollar, qui s'appelle ça, moi, je dis du côté personnel, je n'ai pas une appréciation. Mais ce que je souhaite, c'est que dès que nous travaillons pour contrôler notre économie, parce que demain, nous pouvons dire éco et nous ne le contrôlons pas. Nous ne le contrôlons pas parce que même nos banques ici, on a des banques sénégalaises. Mais pour qu'ils travaillent, il leur faut prendre de l'argent pour le déposer à des banques européennes pour que leur signature soit valable. Tandis que les banques européennes, sa signature est valable au niveau international. Très bien. Voilà. Serigne Mboup, vous êtes attendu sur une question majeure. Vous en faites allusion depuis le début de cette émission. D'ailleurs, la préférence nationale, qui fait partie des 5 axes de votre plan stratégique que vous avez décliné en tant qu'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal devant le chef de l'État à l'occasion du Conseil présidentiel de l'investissement. Et vous écrivez: il s'agit de réserver exclusivement aux entreprises nationales les marchés financiers
par les fonds publics, nos partenaires asiatiques et européens agissent de la sorte. Et vous dites, Monsieur le Président, si nous pouvions accéder aux marchés publics européens, chinois, marocains ou turcs, vous alliez vous rendre compte que les Sénégalais sont très ingénieux. Oui, ça c'est clair. Il faut comprendre que de temps en temps, nous n'avons pas la même appréciation de nos dirigeants, de notre façon de dire préférence nationale. La préférence nationale, c'est ce que tous les pays ont fait. Parce que si aujourd'hui, les Chinois, les Américains nous prêtent de l'argent, ils nous disent que c'est pour notre entreprise nationale. Ça, c'est la préférence nationale pour eux. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème, nous ne pouvons pas. Je vous dis, si aujourd'hui, le Chinois avait dit que Sénégal, je vous prête de l'argent, mais maintenant, cet argent-là, vos entreprises sénégalaises et les entreprises chinoises peuvent soumissionner, c'est là que je lui dis que vous allez savoir que les Sénégalais seront très ingénieux parce que nous allons gagner les marchés. Comment articuler la préférence nationale qui peut être considérée comme un repli sur soi et également cette ambition que vous affichez de gagner des marchés ailleurs, en Chine, en Europe? C'est ça que je vous dis. Oui, comment articuler les deux? Parce qu'ils peuvent se contredire quelque part. Oui. Ils l'ont fait. On ne peut pas, nous, avoir un marché au niveau de la Chine. C'est impensable. Je vous dis même, les marchés pour aller soumissionner sur la construction de notre route en Chine, c'est impensable. Et c'est possible chez nous. C'est possible chez nous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Nous, ce que nous voulons, c'est que les fonds qui est payé par nos collections de TVA, qui nos fonds, ne doivent pas être accessibles aux entreprises internationales. Parce que chez eux, c'est comme ça. Les États-Unis, quand ils construisent son ambassade ici, mais c'est quoi? C'est peut-être même pas 10 millions de dollars. Mais c'est Halliburton qui est venu parce que dans le droit américain, les fonds public américain ne peut être utilisé qu'en entreprise américaine. Que les fonds publics sénégalais aillent au secteur privé national. C'est pour ça que je suis d'accord que demain, le fonds public chinois aille aux entreprises chinoises. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas dit que si les Chinois nous donnent de l'argent. Imaginez, je vous donne quelque chose. On dit, l'entreprise qui a construit l'autoroute, qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise chinoise avec des fonds chinois qui est venu construire. Après, on lui permet de rester au Sénégal pour créer une société qui va être du droit sénégalais. Même chose que moi, que Bartal, que d'autres personnes. Demain, on soumissionne, il va être plus compétitif parce qu'il a déjà amorti son matériel. Moi, c'est ça que je dis au président. Je lui dis que si le monde entier faisait comme le Sénégal, nous n'aurons pas de problème. Si demain, moi j'avais la possibilité d'aller au Maroc pour soumissionner sur un marché public marocain et on va me laisser, je n'aurai pas de problème de demain de dire que laisser les Marocains soumissionner au Sénégal. Tandis qu'au niveau de l'UEMOA, ça c'est possible. Moi, mon entreprise aujourd'hui peut soumissionner au Mali, donc je ne refuse pas à un Malien de soumissionner au Sénégal. Voilà. Mais par rapport aux autres, vous trouvez que le Sénégal est trop généreux avec les entreprises étrangères? Si on peut trouver un mot plus que généreux, c'est-à-dire c'est d'affaiblir votre secteur privé. Parce que vous permettez aux autres de venir dans votre pays, de faire quelque chose qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire ailleurs. Serigne Mboup, l'emploi, les jeunes vous regardent. Vous avez créé 500 emplois, vous avez une dizaine de filiales, hein, c'est le holding CCBM. Récemment, le débat est encore revenu sur la table. Xëyu Ndaw ñi, qui est le programme un peu du gouvernement, emploi et insertion socio-professionnelle des jeunes. Alors, vous avez la clé, la solution pour employer en masse des centaines de milliers, des millions de jeunes Sénégalais? Mamadou, si on avait écouté le secteur privé, nous allons leur dire que Sénégal peut créer dans les 3 ans à venir plus de 5 millions d'emplois qui sont là. La production est là. Les possibilités sont là.
c'est de l'industrialiser les pays, et dès que vous l'industrialisez, et d'imposer que l'industrialisation consomme, c'est-à-dire utilise nos matières premières et qu'on arrête d'exporter notre matière première. Ça, c'est des emplois. Mamoudou, regarde-nous ce que nous portons. C'est 500 milliards de marchés. Vietnam a créé 15 millions d'emplois. Et peut-être sa consommation n'est pas beaucoup, mais tout s'exporte de Vietnam vers l'Europe, Vietnam vers les États-Unis. On a plus de possibilités. Nous n'avons pas protégé notre marché. Je vous dis protéger. On vous dit que le Sénégal, on ne peut même pas faire un société. On peut le faire. Mais si vous le faites, vous perdez. Parce que vous n'arrivez pas à avoir un environnement qui vous permet de produire en série. Parce que produire en série, en volume. Parce que d'abord, on dit oui, le marché des États-Unis, c'est temps. Mais avant d'être fort à l'extérieur, il faut être fort ici. Toyota, il est premier au Japon pour être premier dans le monde. Habiller tous les Sénégalais. Voilà. Tout, on est là, on dit que Boubou Wolof là. Qu'est-ce qui est Wolof ici? Qu'est-ce qui est Wolof? Le tissu, et pourtant on a le coton. Ça, tout c'est du coton, même le fil c'est du coton. Donc on a laissé, et ce qui se passe avant, il y en avait ici. On a au Sénégal, à Kaolack même, on a fait les maillots du Coupe du Monde. Je vous donne ça, mais je vous donne un autre exemple. Prenons les chaussures. Prenons, il y avait Bata. Permettez-moi de placer une question pour vous permettre de poursuivre. Non, en fait, ce que je veux dire, vous êtes en train de dire que les plus de 400 000 emplois annoncés par le gouvernement au sortir du conseil présidentiel récent, les 450 milliards qui vont être investis, que ça manque d'ambition. Non, ça va. Parce que vous parliez de 5 millions d'emplois dans les 3 prochaines années. Rien que moi, on a fait une étude à Kaolack. Rien qu'à Kaolack, on peut créer 450 000 emplois. Moi, je pense que oui, c'est un manque d'ambition. Oui, parce qu'on a beaucoup de chômeurs. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire comme ce que les Chinois ont fait? De produire, de couvrir leur marché et de faire une industrie d'exportation. Ça, c'est des emplois. Les emplois, moi, je ne suis pas contre ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut soutenir ce qu'il y a. Avant de dire que venez, je peux vous donner dans votre exemple, venez, je vous aide à créer des entreprises de presse, aidez les entreprises de presse qui sont là pour qu'ils emploient plus de personnes. Et ça, c'est valable pour pour le bâtiment, c'est valable pour tout. Je souligne au passage que vous avez également investi dans la presse, notamment le secteur audiovisuel, avec votre chaîne de télévision. Ouais. Moi, ça, je l'ai fait, c'est pour donner Kaolack une bonne visibilité, mais vous savez bien que les médias n'est pas rentable, surtout dans les régions. Bien, peut-être surtout dans les régions, mais bon, oui. Tout un débat. On aura l'occasion peut-être de l'avoir un jour. Ibrahima Dia, sur les réseaux sociaux, je vois que les jeunes ne s'activent pas à la création d'entreprises ici au Sénégal. Donc ma question est de savoir quels sont les facteurs que l'État doit privilégier pour faciliter l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Karim Ndiaye, le club des investisseurs sénégalais est sans nul doute l'une des idées les plus révolutionnaires du secteur privé, mais je m'interroge sur la lenteur notée sur le déroulement de vos investissements ou actions. Ma question est de savoir concrètement comment comptez-vous investir dans la politique de lutte contre le chômage. Le CIS, comme je l'ai dit, je suis membre, mais je ne suis pas dans l'équipe exécutive, parce que je suis le président de la Chambre de commerce. Mais en réalité, il n'y a que des chefs d'entreprise avérés qui ont prouvé. Mais on n'arrive pas à faire quelque chose. Ça, c'est étonnant pour tout le monde, et ça m'étonne moi-même. Je ne sais pas. Je vous ai dit ça. Le CIS est bloqué? Non, on ne peut pas dire qu'il est bloqué, il leur faut vision, parce que orientation. Parce que si le CIS veut rester comme les organisations professionnelles, faire le travail, moi, je pense que le CIS ne fera pas grand-chose. Si le CIS s'engage dans l'investissement, oui, il peut faire quelque chose. Le CIS a eu à annoncer il y a quelques années
qu'il était capable de mobiliser 1000 milliards de francs CFA en termes d'investissement. Où est-ce que vous en êtes? Oui, vous avez un groupe de personnes. Si ils ont un projet ensemble, ils peuvent mobiliser ce qu'ils veulent. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir un projet d'une bonne vision, on n'arrive pas. En tout cas, moi je suis membre de CIS, mais je dis que tout le monde est d'accord que les chefs d'entreprise qui sont dans CIS sont... Chacun est leader dans son domaine, mais on n'arrive pas à faire quelque chose. Formalisation de... Est-ce que c'est le problème que l'environnement, pour encourager l'entrepreneuriat local, c'est ça ou non? Peut-être il y a un CIS français ici, peut-être il est beaucoup plus soutenu par la France, parce que les clubs des Français, mais c'est clair qu'ils sont très bien soutenus par les autorités françaises. Voilà. Formalisation de l'informel, c'est la volonté de l'État. Vous nous direz tout à l'heure à quoi cela renvoie selon vous, mais j'en profite pour glisser cette question d'Alioune Ba, président de l'association des boutiques alimentaires du Sénégal. Nous vivons une concurrence déloyale sur notre travail avec les grossistes qui font en même temps le détail. Pire même, ils vendent au client final au même prix qu'ils vendent aux boutiquiers. Il a raison. Ce qui manque, c'est la réglementation. Vous savez que le Sénégal a beaucoup reculé sur ça. Avant, il y avait des cartes import-export, il y avait des détaillants, il y avait des demi-grousses, il y avait les industriels. Les industriels n'avaient pas le droit d'aller faire du détail. Mais maintenant, chacun est en train de faire ce qu'il veut. C'est parce que notre principal problème de l'économie, c'est que tout fait, il n'y a pas de réglementation. La réglementation, même s'il est là, n'est pas appliquée. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne même une boutique de quartier. Normalement, en France, avant de l'ouvrir ou bien dans les pays développés, il faut la réglementation, il faut voir l'endroit que vous le mettez, parce que de temps en temps, vous voyez deux boutiques en face, vous avez plein de choses. Donc moi, je pense que le Sénégal, pour réguler le commerce, il faut de la réglementation. Ou bien, même appliquer la réglementation qui était là avant l'indépendance. Formaliser l'informel, quand vous entendez ça... Formaliser, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui on est dans un débat de formaliser l'informel. C'est de leur organiser, de leur permettre de dire que moi dans l'informel, je ne me retrouve pas. Aujourd'hui, les entreprises qui sont formelles, on leur pousse à aller vers l'informel. C'est aujourd'hui, notre environnement encourage l'informel. C'est l'effet contraire. C'est l'effet contraire qui se pose. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a plus d'informel que formel. Chaque année, 97%, c'est de l'informel. Vous le constatez. Les vendeurs partout, pourquoi partout il y a des boutiques, il y a tout ça, c'est ça qu'on appelle l'informel. Quand l'État dit qu'il faut formaliser l'informel, on sait aussi que l'idée derrière, c'est que l'informel paye l'impôt ou les impôts. Non, il paye. De temps en temps, même l'informel, il peut payer plus que ce que le formel paye. Mais le fait que on ne l'a pas organisé on ne l'a pas encouragé pour qu'il aille en avant. Parce que moi, je voyais beaucoup de jeunes qui avaient décidé de faire comme nous, quitter l'informel pour aller en formel. Mais quelque temps, ils ont été frappés par le fisc. Après, ils sont revenus à l'informel. Et cet informel-là, c'est un informel organisé. Il n'est pas informel sur le papier, mais c'est l'informel que nous vivons. La plupart des marchés de l'État, c'est gagné par des personnes avec une entreprise de sac. Ils ont la facilité, ils vont aller... Moi, je ne compte pas ça, mais c'est l'État qui devrait organiser, pousser les entreprises qui emploient, de leur pousser à évoluer. Je vous donne un exemple. Singapour, l'inspecteur de l'impôt est évalué sur la progression de la société qu'il gère. Ce n'est pas ce qu'il paye. Aujourd'hui, l'inspecteur des impôts, on lui dit que vous gérez telle entreprise, l'entreprise a fait tant de chiffres d'affaires, a fait tant de ministères, à partir de là qu'on vous motive. Mais nous, c'est le contraire. C'est très intéressant. Voilà, nous, au contraire. Oui, c'est comme ça. On évalue parce que vous recouvrez, vous attrapez, vous donnez des pénalités, c'est comme ça. Et résultat, le taux de mortalité qui est très élevé de nos entreprises. C'est ça. Intéressant. Oui. Alors, on va aller très vite. Deux petites questions. L'avion présidentiel, un nouvel avion, va arriver le 16 juillet. Un montant qui est annoncé, ça et là, 57 milliards.
Il fallait vraiment cet avion tout neuf. Moi, je n'ai pas beaucoup de vraiment personnel. Parce que compte tenu, c'est quelque chose qui a été décidé par les autorités compétentes qui l'ont fait. Il y a pas, moi, je n'ai pas de commentaires. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Moi, je constate que, comme le Maroc, le roi, chaque fois qu'il voyage, il voyage avec Royal Air Maroc. Je me dis que les chefs d'État africains devraient beaucoup aider leurs compagnies aériennes à lui doter des moyens nécessaires pour demain permettre au ministre même, quand il y a des voyages importants, d'aller voyager avec des avions privés. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que tous les pays qui ont une compagnie aérienne solide, l'avion présidentiel devient l'avion de la compagnie avec un équipement présidentiel qui est monté, qui est démontable. Ça, je pense que c'est comme ça que si j'ai une avis à donner, c'est comme ça. Votre idée, c'est que cet avion, quand il sera là, même s'il est mis à la disposition du président, qu'il puisse être utilisé aussi par la compagnie Air Sénégal. L'avion est conçu pour le président. J'ai dit à l'avenir, parce que nous, si on dit quelque chose, on devrait penser, si demain le Sénégal, dans 20 ans, parce qu'on dit que l'avion, tous les 20 ans, le Sénégal doit l'acheter, c'est ça qu'on dit, de dire que encourageons nos compagnies à avoir des compagnies solides. Parce que même les Saoudiens, je vois même le roi, quand il voyage, je ne sais pas, est-ce que c'est l'avion qu'on a banalisé, marque Saoudia, mais je le vois toujours avec des Saoudia, Air Saoudia. Je dis que mieux vaut, aujourd'hui, le président peut avoir plusieurs avions, parce que dès qu'il a une compagnie viable, bon, tous les avions deviennent avions de Sénégal, et le président peut le prendre comme ce qu'il veut, il l'aménage comme ce qu'il veut. L'important sur ça aussi, voilà. Terminez votre L'important sur ça, moi j'aime bien un pays, Singapour. Singapour nous dit que la dépense, regarde ce qu'il vous produit. Si l'avion produit, fait un retour d'investissement énorme pour le Sénégal, c'est bon. Si aujourd'hui l'avion c'est du luxe, c'est pas bon. Mais maintenant, moi, c'est pas à moi d'apprécier, c'est les autorités compétentes que demain qui vont apprécier ça. Mohamed Lamine Gueye, votre point de vue sur la modernisation des Dara en 30 secondes. Le Dara est très moderne. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas intégré dans notre système de fonctionnement. L'État du Sénégal n'a pas pris la même manière qu'il contrôle, qu'il encourage l'éducation française, il ne l'a pas fait. En France, il y a des Dara, mais ils sont bien contrôlés, ils sont bien encadrés. Turquie, il y a des Dara partout. Mais le Sénégal a laissé les Dara en leur disant que débrouillez-vous. Si demain on avait laissé l'école française en vous disant débrouillez-vous, vous allez voir pire. Merci. Serigne Mboup, je rappelle que vous êtes le PDG de CCBM, comptoir commercial Baramboup. Vous êtes le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Et vous êtes aussi candidat à la mairie de Kaolack aux prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022. Mamoudi Brakan pour vous présenter votre émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Le texte, Babacar Fall, photo, Pape Doudou Diallo, à la technique Babacar Ndiaye, Ibamar, Sen, réseaux sociaux, Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.